Merci beaucoup Frédéric du coup, pour ce témoignage qui remet de l'espoir et l'humain au centre. Et avant du coup de passer la parole à Marion Ovette qui va prendre la suite pour animer la table ronde, on peut essayer de voir donc s'il y a des questions dans la salle, une ou deux questions pour rapidement réagir à ce que vous avez entendu. Et si c'est pas le cas, on peut peut-être directement basculer. Oui, je t'écoute. Bonjour, merci pour vos interventions très intéressantes. J'ai une question très simple sur est-ce que Frédéric Boisselet, vous auriez des exemples d'infrastructures invisibles, parce qu'on pense à plein de choses très différentes et on a du mal à voir auxquelles vous faites allusion. Je vais vous en donner au moins deux qui sont simples à comprendre. Une des infrastructures les plus puissantes dans l'économie, c'est ce qu'on appelle les sociétés de capitaux. Nous, on se bat avec le Centre des jeunes dirigeants depuis 30 ans, donc c'était pas moi il y a 30 ans, pour dire, attendez les amis, une société, c'est pas seulement une société de capitaux, on peut se réunir pour autre chose que pour faire du profit. Aujourd'hui, il n'y a pas de droit d'entreprise. Le droit de l'entreprise n'existe pas. Vous pouvez chercher dans tous les documents, vous n'aurez rien sur le droit de l'entreprise. Vous avez tout sur le droit des sociétés. Et les sociétés, même les coopératives, sont des sociétés de capitaux. Voilà. Là, vous avez un exemple tout con, bête comme chou. Vous ne pouvez pas entreprendre dans un but de créer des communs, de les développer, de les transférer aux générations futures, si vous ne créez pas une société de capitaux. Vous avez soit le choix de rentrer dans les associations à but non lucratif, soit de rentrer dans des structures à capitaux. Après, leur mode de gouvernance peut être complètement différent, mais au cœur de ça, il y aura toujours la notion de capital. Et bien nous, avec le CJD, on parle depuis des années de dire pourquoi on ne ferait pas une société de capitaux basée sur des patrimoines, le savoir par exemple. Capitaux, le savoir c'est le capital. Pourquoi il n'y aurait que l'argent qui soit un capital? Mais plus que ça, ça peut être aussi un patrimoine naturel, des terres, par exemple. Et pourquoi on ne ferait pas des terres, okay? Mais ça peut être une autre chose. Hein. Donc l'idée aujourd'hui, c'est de sortir de la société. Ça ne veut pas dire qu'il faut supprimer les sociétés de capitaux, ça veut dire qu'il faut inventer, nous par exemple, on souhaite à terme, sinon le projet fonctionne, proposer la création d'une nouvelle entreprise, qui s'appelle une entreprise à but communal. L'entreprise à but communal, pour moi, c'est ni une association non lucratif, parce que nous, on veut être valorisé en monnaie, parce que pour nous, la monnaie, c'est le bulletin de vote, donc on veut distinguer ceux qui sont au service de l'utilité commune. Donc moi, je n'ai pas envie de passer ma vie comme bénévole. J'ai envie qu'on me reconnaisse pour la valeur que je crée aussi. Et pourquoi les bénévoles, ils devraient quand même travailler gratos, et les malévoles, ils devraient être payés. Tu vois. Donc, nous, on veut créer une entreprise à but communal, dont le rôle sera de créer des communs, les développer, les transmettre aux générations futures. Et pour ça, on veut travailler avec des bénévoles, on veut travailler avec le secteur non marchand, on veut travailler avec le secteur marchand, on veut travailler avec le secteur public. Alors ça, c'est un exemple concret. Le deuxième élément, c'est comment on met en circulation la monnaie. Pourquoi, aujourd'hui, la création monétaire, elle n'est possible qu'à travers les institutions financières, qui décident toutes seules de à qui va aller le capital. Puisque la création monétaire, c'est un outil absolument gigantesque, dont on se sert aujourd'hui uniquement pour des choses qui sont absolument futiles. Par exemple, on pourrait décider par convention, et ça c'est une architecture invisible encore, vous ne pouvez pas faire autrement que de constater que la monnaie est mise en circulation par des banques avec derrière tous les intérêts cumulés et tout ce qui se passe aujourd'hui. On pourrait tout à fait imaginer qu'à chaque fois qu'on veut créer la monnaie sur le plan international, au niveau européen, elles sont créées sous forme d'hélicoptère, on appelle ça la monnaie hélicoptère. C'est-à-dire en gros, à chaque fois qu'on va augmenter la masse monétaire, tous les citoyens, bim, ils reçoivent un tantième de cette monnaie. Oui, une façon de mettre en circulation la monnaie. Et c'est eux qui vont décider où c'est qu'elle va aller cette monnaie. Et par exemple, les banques, elles pourraient avoir comme mission uniquement de collecter l'épargne. Et pourquoi une institution privée financière aurait le droit de créer la monnaie pour la vendre? Je ne sais pas s'il y a des entrepreneurs dans la salle. Mais moi, quand je vends un produit, j'ai bossé. Hein. J'appuie pas sur un bouton pour créer le produit que je vais vendre. Hein. C'est plus compliqué que ça. Hein. Donc aujourd'hui, les banques, elles ne devraient pouvoir
que collecter l'épargne, et ensuite la répartir en fonction de critères qui devraient être donnés par la société. Et quand on veut augmenter la masse monétaire parce qu'on n'en a pas assez, qu'il y a des tensions sur le marché, on appuie sur le bouton et tout le monde reçoit un dividende universel sur son compte, du montant égal à l'augmentation de la masse monétaire. Vous allez me dire, ouais, mais l'inflation, pas de problème. On crée un impôt, et si jamais l'inflation monte, qu'est-ce qu'on fait? On détruit la monnaie par l'impôt. Terminé. Il n'y a pas de problème. Voilà, là c'est un exemple de deux, j'en ai d'autres, hein, mais il y en a deux là qui sont essentiels. Donc, la forme juridique des entreprises et le mode de création monétaire qui, pour moi, sont totalement. nous obligent à nous comporter de la mauvaise façon. Du coup, on va continuer la table ronde et j'ai invité Marion du coup, à prendre ma place. Alors, du coup, je vous propose de continuer avec nos intervenants qui sont très divers et très intéressants. Et on est un peu frustrés d'avoir que 10 minutes par intervenant. Mais bon, c'est un peu la contrainte du jour. Donc, Georges, je te propose de continuer. Est-ce que tu veux te présenter brièvement? Oui. Donc, Georges Ders, j'interviens à l'université avec Pascal, là, sur le master ingénierie de la transition du territoire, le DU conduire à animer la transition du territoire. Et j'ai beaucoup travaillé dans le développement local, et notamment dans la formation et l'animation, la formation d'animateurs du développement local. Voilà, on va le dire comme ça. Donc c'est important, cette histoire de formation d'animateurs locaux, c'est très important pour la bonne raison que, comme dit Rob Hopkins, sur un territoire, je veux le dire en positif et en négatif, hein. Moi je le dis d'abord en négatif, sur un territoire, s'il n'y a pas une ou deux personnes qui créent un petit groupe pour faire quelque chose de collectif d'utile, hein. S'il n'y a pas une ou deux personnes, les autres ils ne vont pas bouger. Ils vont faire chacun pour soi. Chacun pour soi. Dans beaucoup de territoires, notamment ruraux, mais aussi urbains, c'est ce qui se passe, hein. Tout le monde va crever parce que chacun travaille pour lui-même uniquement. Donc les communs, tout ça, ils n'en parlent pas, hein. Ils ne connaissent même pas le mot, hein. Ils ne veulent pas en parler, et les élus ne facilitent pas ce travail en coopération, dont je vais parler maintenant. Alors Rob Hopkins, il dit le contraire, justement. Il montre, et il l'a fait, et il a observé, étudié, si sur un territoire, il y a une ou deux personnes, des amis, hein, peut-être, hein, qui créent un groupe pour faire quelque chose de local, d'utile, par exemple un jardin partagé, par exemple, hein, parce que c'est le plus facile à faire, c'est le plus proche de la nature en plus, et c'est ce qui va amener l'autonomie alimentaire et même financière. Donc s'il y a deux personnes qui se lancent pour faire un jardin partagé, même s'ils sont que deux, hein, trois c'est mieux, mais bon. Au début, il y en a qui vont se foutre de leur gueule, ouais, tu vois, c'est des illuminés, tout ça, c'est des bobos, tout ça. Bon. Et s'ils persévèrent, il y en a d'autres qui vont les rejoindre, parce que c'est contagieux. Les trucs constructifs sont contagieux aussi. Il n'y a pas que le Covid qui est contagieux. Donc, il y en a qui vont les suivre. Le groupe va grossir, et le groupe va changer la dynamique locale. Donc, il y a une histoire de dynamique de groupe, hein, qui est centrale. Hein. Ça commence par un petit groupe, et ça va devenir un grand groupe. Alors, comment faire émerger, je transforme en question maintenant, comment faire émerger ces petits groupes sur un territoire? Voilà. La question, c'est là-dessus que j'ai beaucoup travaillé. Recherche-action, on va dire. Voilà. Donc, il faut, aujourd'hui, on parle beaucoup des tiers-lieux. Les tiers-lieux, qu'on appelle nous tiers-lieux de transition, pourraient être des lieux, justement, où différents types de personnes se rencontrent et vont construire des communs. Mais ce n'est pas automatique, il n'y a pas une baguette. Il faut ce que nous on appelle des animateurs, développeurs, catalyseurs. Et là, on va rejoindre l'économie du don et des liens, qui était un peu le sujet de cette conférence. Économie du lien et du don, ça revient à ce que je disais tout à l'heure, un animateur, développeur, catalyseur, c'est quelqu'un qui va se foutre au milieu, hein. Il va s'exposer, un peu comme l'a fait Frédéric, hein. Et il y va avec son, je ne dis pas de vulgarité, bon, mais il y va, hein,
le couteau entre les dents, hein, on va dire. Bon. Il se mouille et il va dire on peut faire autrement. Moi, je sais qu'on peut faire autrement, je l'ai vu ailleurs ou je l'ai fait ailleurs. On va faire autrement. C'est possible. Il va avoir 2 ou 3 personnes avec lui, bien sûr, au moins. Hein. Parce que si tout seul, tu passes pour un illuminé. Donc si tu as 2 ou 3 personnes avec toi, déjà, c'est bien. Bon, voilà. Tu n'es pas un illuminé. Bon, voilà. Donc, ces personnes et ce tiers-lieu, on va dire dispositif, doit faciliter l'interconnaissance des gens du territoire. Pourquoi? Il y a un problème d'interconnaissance. Je ne vous connais pas, si je vais pas vers vous, et si je ne parle pas de moi, il n'y aura pas d'interconnaissance. Chacun tout à l'heure va repartir, ouais c'était sympa, bonjour, bonsoir. Non, non. Si je ne peux pas parler de moi, et si toi tu ne peux pas parler de toi, et si on ne s'écoute pas, il n'y aura pas d'interconnaissance. C'est pas marqué là, tes motivations, tes projets, tes désirs, tes rêves, c'est pas marqué là. Donc il faut au minimum un petit groupe de temps, de paroles, pour que chacun parle de lui et repère les autres, et se fasse repérer les autres. C'est ce que Ricoeur appelle la reconnaissance. Il me faut 10 minutes, sans qu'on me coupe la parole et qu'on ne me critique pas, pour que je puisse parler de moi, être reconnu donc, vraiment reconnu. Et après, les autres vont parler d'eux, il y aura une reconnaissance réciproque. Tu l'as vécu ce type de groupe, hein, Romain, hein, voilà. Bon, et les stagiaires du DU et du master, on le fait avec eux. Et on a des témoignages. On a des témoignages écrits, oraux, tout ça, en quelques heures. L'ambiance est complètement transformée. Les personnes elles-mêmes, quand on les voit, on les filme, hein, ils sont vachement ouverts. Dans les groupes normaux, on fait attention à ce qu'on dit, il ne faut pas dire trop, tout ça. C'est une grosse connerie, ça. Si je ne parle pas de moi, je ne peux pas conserver l'autre. Hein, on a été tous formés comme ça, à l'école, dans l'entreprise. Il faut faire attention à ce qu'on dit dans l'entreprise. Hein. Bon, alors, non, au contraire. Dans ces groupes de parole libres, le mot liberté est employé, est important. On n'est pas là pour se juger ou se taper sur la gueule. Au contraire, demain, on va en prendre tous plein la gueule. Donc il faut s'organiser pour co-construire notre radeau de survie. De survie. Il y en a qui le disent. Hein. Bon. Alors, si on ne le fait pas, on est mal. Si on le fait, on va adoucir un peu les problèmes. Adoucir. Hein. Donc, dans ces groupes de parole, qu'on appelle le groupe d'émergence et des liens créatifs, donc voilà, il y a aussi l'histoire de la créativité. S'il y a un minimum de confiance, de reconnaissance réciproque, on repère les liens, les affinités, les complémentarités, le groupe va construire en même temps sa créativité. Comme disait Frédéric, pour co-construire, il faut être plusieurs, il faut des profils différents qui travaillent ensemble. On peut avoir des gens qui sont très différents, et si on arrive à travailler ensemble, on a une force énorme, parce que je n'ai pas toutes les capacités, lui non plus, etc. Et ça va plus loin, même. J'ai des défauts que je ne veux pas voir, ou ne peux pas voir, mais l'autre, il va me les montrer. Donc ça aussi, si on en parle, ça peut être extrêmement constructif pour développer son potentiel pouvoir d'agir. Voilà. C'est le mot auquel je voulais arriver. Le pouvoir d'agir est lié à tout ce processus qu'ont vu les psychologues, qu'on appelle psychologues humanistes, qu'ont vu les philosophes de l'altérité, qui ne sont pas souvent invités dans les congrès du développement local, hein, malheureusement. Les psychologues, ils ne sont jamais. C'est pour ça que tu fais des études de psycho. Hein. Et donc, on est des êtres humains. Notre première façon de donner, c'est le don de soi par la parole, par l'écoute, par l'attention. Le temps que je donne, voilà, c'est déjà du don de soi. C'est l'économie du don et du lien. Ça passe forcément par qui je suis, comment je suis avec vous. Voilà. Et on ne peut pas trouver. Voilà. Donc ce n'est pas des grands discours, ce n'est pas des grandes théories, ce n'est pas des trucs pas plus 8, 10, tout ça. Hein. Bon, c'est l'attitude, Edgar Morin en parle souvent, la fraternité, l'amitié, la considération. C'est des attitudes humanistes
on va le dire comme ça, tournée vers l'expression de soi, la co-construction, la créativité collective. C'est bon, je le dis. C'est parfait. Merci pour ces mots de sagesse. On va essayer de faire intervenir Marianne. Marianne, est-ce que tu nous entends? Oui. J'entends très bien. Alors, J'espère que vous aussi. Oui, très bien. c'est bon? Vous m'entendez également? Oui. Marianne, donc du tiers-lieu Auris et de la COP. Vous entendez là? On peut l'afficher là-haut? Non? Je pense que c'est pas forcément une bonne idée, ça va faire bugger les choses au mieux. Donc du coup, malheureusement, Marianne, on t'entend, mais on ne peut pas te voir. Donc voilà, on t'écoute avec attention. Là, on est donc dans la salle. Je ne sais pas si toi, tu nous vois grâce à la caméra. Je te vois à toi, Marie. D'accord. Voilà. On t'écoute avec attention. Ok. Ben, merci au MES de cette invitation et puis d'avoir trouvé le moyen technique pour que je puisse témoigner ce matin avec vous. Donc moi, Marianne Charles, ben, je suis plutôt, on va dire, dans le cadre de témoignage parce que face aux différentes interventions qu'il vient d'avoir, beaucoup aimé ce que vient de dire Georges et je pense que votre action peut illustrer certains de vos propos. Donc moi, je suis dans plusieurs structures à la fois, dans un territoire rural, à Ariège, à Saint-Giron. Donc en premier lieu, je suis associée d'une SCOP qui s'appelle Aux Ateliers de la Liberté. On a créé cette SCOP à Assis, à Saint-Giron, avec, je vais dire, en premier lieu, une finalité d'être un acteur de la transition alimentaire et aussi de créer cette structure avec des valeurs fortes. On a mis par exemple dans nos statuts une raison d'être où on a posé les principes de la RSE, bon, un peu leitmotiv quotidien, quoi, le cadre à se rappeler. Du coup, avec cet exemple de SCOP, nous, si je répondais un petit peu à la question, est-ce que notre argent est solidaire, c'était la première sous-titre, ben, nous, concrètement, on a chacun de nous individuellement mis en commun certaines sommes, en effet, société de capitaux, comme l'a rappelé Frédéric. Mais ces capitaux, nous, on les a mis au service vraiment de notre territoire et puis de notre conviction d'une alimentation saine. Donc, en se groupant, en se mettant en coopératif, on a permis, en fait, concrètement sur notre territoire, la rénovation d'un bâtiment. Ce bâtiment, il a toute son importance quand on veut créer justement du collectif et de la transition. Parce que pour agir ensemble, il faut aussi concrètement avoir un lieu où on peut se retrouver. Et donc ça, c'est la seconde partie en gros de notre projet, au-delà de fabriquer une bonne nourriture saine. On a pu rénover ce bâtiment et ce bâtiment, aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle pour nous un lieu de vie, un tiers-lieu. En tout cas, c'est un espace qui permet de regrouper divers professionnels, avec pas mal de professionnels de la culture. J'ai bien écouté le témoignage de Marie Accard. Voilà, cette idée d'avoir ce lieu, en fait, qui nous permet, en premier lieu, de nous connaître, en effet. Et c'est grâce à ça, en fait, où on crée toute une valeur non matérialisable, mais énorme dans nos travaux, dans notre quotidien de professionnels. On a ce lieu où on peut facilement se voir, on a des espaces de réunion, c'est un lieu repérable où les acteurs peuvent vite venir pour des rendez-vous, où on peut partager de la communication, par exemple, c'est tout bête, mais savoir communiquer sur son événement, c'est jamais simple dans les territoires ruraux. Donc du coup, là, tout simplement, on a mis en collectif une table, et chacun de nous habitant dans un lieu différent, on peut partager nos plats, aller afficher dans l'épicerie de notre coin, etc. Donc c'est du bien énorme, mais qui ne se voit pas au quotidien.
Et ça permet ça. On a aussi créé au travers de notre lieu, je pense, un vrai espace de vie pour les habitants de Saint-Girons. On a été catalogué au départ, pas forcément soutenu localement au niveau de la mairie, parce qu'un espace tiers-lieu, des fois, ça peut être mal compris, avec cette idée que ça va être des choses plutôt squat, plutôt quelque chose de pas positif pour la ville. Aujourd'hui, on a démontré, après 1 an et demi, tout ce qu'on apporte de positif dans la ville, mais là aussi sur une valeur non marchande, hein, mais pourtant si importante. C'est-à-dire qu'on permet aux gens de se rencontrer. On a un public très divers, on a à la fois les papiers mamies du quartier, on a des jeunes de l'école, on a des jeunes de l'école de musique, on a des collégiens, on a des nouveaux qui arrivent sur Saint-Girons, qui ne connaissent pas trop, mais qui voient que notre lieu est un petit peu assez ouvert, donc ils viennent facilement. Donc on crée connaissance entre divers habitants sur un territoire rural. Et ça, c'est important aussi pour se connaître, éviter des clivages, des a priori entre locaux, et je pense que ça permet de limiter un petit peu des fois ce type de clivage. On crée aussi des événements. Donc ça, c'est la collaboration, par exemple, avec une de nos structures locatrices dans le bâtiment, Arcade. On anime 1 fois par mois dans nos locaux un événement, un Maurice culturel, on a appelé ça. Donc ça crée une offre sur la ville à Saint-Girons. Et c'est des moments en plus où on est vraiment où on essaye d'être moins consommateur, là aussi, de moments festifs. Par exemple, on est plutôt dans la relation au public et dans la relation artistique. Donc c'est une présentation d'un artiste sur 3 quarts d'heure, 1 heure. Mais ce qui prend après tout le temps, c'est l'échange que ça crée avec le public, avec d'autres personnes, etc. Donc ça aussi, c'est des gains, des externalités, je dirais, positives que l'on crée au travers, pourtant au départ, d'une démarche entrepreneuriale, hein, une société, une scope, mais avec des valeurs. Et au final, le fait d'avoir pu créer ce bâtiment pour initier vraiment même une démarche citoyenne et territoriale. Donc on a encore beaucoup de choses à faire, mais voilà, on est quand même, on voit que ça répond, on voit qu'on répond complètement à des besoins aujourd'hui de notre territoire. On n'a pas eu besoin de faire beaucoup d'études de marché pour se rendre compte de ça. Moi, je suis du territoire et on y travaillait aussi pour mes collègues avant. Donc, on a senti ce qu'il fallait apporter sur notre ville et notre territoire. Et je pense qu'aujourd'hui, notre réussite, notre niveau, si on regardait notre société, notre bilan avec un regard très financier et uniquement monétaire, bon, c'est pas là où on a les meilleurs résultats aujourd'hui, mais si on regardait l'aspect plutôt non marchand, ou tout ce qui peut être la prescription, tout ce qui peut être bien sûr les apports que l'on se fait d'un point de vue non monétaire, on a un bilan très très positif. Et moi, ça reste mon objectif. Et voilà, pour ça, il y a vous, chercheurs universitaires. Moi, j'aimerais vraiment un jour arriver à démontrer ou à trouver les moyens de rendre lisible et concret toutes ces valeurs immatérielles et qui démontrent qu'on peut changer de modèle économique et qu'on peut avancer et que l'argent peut être un outil à impulser ce qu'il faut impulser, la première pierre, et continuer après avec nous-mêmes, avec nos actions et la mutualisation de nos compétences à créer une valeur au-delà du monétaire. Voilà, je ne sais pas, j'ai encore du temps, des choses à dire. Dites-moi, Marianne. Tu as encore une petite minute si tu veux. Une petite minute, je dirais, alors juste pour terminer, voilà, notre sous-titre de notre tiers-lieu, c'est un lieu pour faire ensemble autrement. Ça rebondit assez bien avec ce qu'a dit Georges juste avant. Donc il faut bien qu'on soit ensemble concrètement et il faut qu'on ait envie d'avoir l'esprit assez ouvert pour définir d'autres manières de faire, que ce soit aussi dans les relations économiques et marchandes, même si c'est bien sûr pas le plus évident. Merci. Merci
pour ce témoignage justement autour de l'économie du faire. C'est un concept qui s'utilise beaucoup dans l'économie sociale dans toute l'Amérique latine et ça me fait plaisir de le retrouver. Je cède du coup la parole à Claude qui va nous parler un peu de son expérience dans la structure EFC Terre d'Oxyde. Bonjour à tous. Donc je suis Claude Exposito. Moi j'ai un parcours un peu particulier parce que je viens d'un monde très financiarisé. J'étais directeur commercial qui fonctionnait et qui avait pour vocation de faire du chiffre, uniquement du chiffre, certes pour payer des salaires et pour payer des frais fixes et un tas de choses comme ça. Mais on faisait du chiffre et la seule solution qu'on avait pour faire du chiffre, c'était faire du volume. Voilà. Faire du volume, ça voulait dire quoi? Ça voulait dire qu'il fallait mettre davantage de commerciaux sur les routes, il fallait inventer des choses à vendre, et il fallait être très requin par rapport à la concurrence que l'on pouvait avoir. Et donc, on s'intégrait dans une chaîne de valeur qui était uniquement vue de notre prisme. Un client est un client, un fournisseur est un fournisseur. Point barre. Et les modes de contractualisation que l'on a avec ces acteurs qui participent à la chaîne de valeur sont des modes de contractualisation liés uniquement sur des responsabilités non partagées. Mon fournisseur doit me fournir ce que je lui ai demandé. S'il ne le fait pas, c'est son problème, c'est pas le mien. Voilà. C'est une expérience que j'ai menée pendant plusieurs années et je venais auparavant d'un monde très associatif et très solidaire, donc j'ai voulu y revenir, j'y suis revenu. Et j'ai découvert dans mon parcours quelque chose qui correspondait plus à mes valeurs, et mes valeurs à la fois entrepreneuriales, mais surtout dans le sens d'entreprendre des choses pour le territoire, qui est l'économie de la fonctionnalité, de la coopération. Alors c'est quoi? En fait, l'économie de la fonctionnalité et de la coopération est un autre regard sur la création de valeur, qu'elle soit de l'entreprise ou du territoire. Comment créer de la valeur dans un monde aujourd'hui qui anéantit les ressources de la planète? Aujourd'hui, on fait du volume. On fait du volume, ça veut dire quoi? Ça veut dire extraire des minerais, produire à droite, à gauche. On ne se soucie pas non plus de comment est extrait ce minerai. Si ce n'est pas des enfants de 8 ans, s'ils traversent la planète pour avoir un impact carbone conséquent, et voilà. Et on ne se soucie pas non plus de la répartition de la valeur et de la richesse produite par tout ça. Donc, l'économie de la fonctionnalité s'attache à deux choses. À trouver un modèle économique qui soit plus éco-responsable et qui soit basé sur l'humain. On va travailler sur la sobriété, certes, sobriété au travers du développement, et on va travailler aussi sur comment créer de la valeur dans une structure, une organisation, qu'elle soit territoriale ou entreprise ou société. La valeur aujourd'hui, alors, elle est créée, et ça a été dit par mes collègues, elle est créée par le monétaire, le produit. On vend un produit, on va le vendre plus cher, on va jouer sur la concurrence. Les seuls vecteurs sont le produit lui-même pour créer de la valeur et trouver qu'est-ce qu'il est valorisé. Nous, on dit, la valeur, elle est créée par l'humain. Il y a d'autres moyens de créer de la valeur qui sont, que l'on va puiser dans les ressources immatérielles de l'entreprise. On commence à entendre parler avec l'extra-financier des entreprises, mais ça n'a pas de rapport. Donc aujourd'hui, créer de la valeur dans l'entreprise, c'est se recentrer sur l'humain. Parce que qui produit, c'est l'humain.
comment l'humain produit ce qu'il produit, c'est avec des capacités intrinsèques à sa personne et liées aussi au groupe dans lequel il appartient. Ces valeurs immatérielles, on les catégorise suivant 4 vecteurs qui sont la compétence, la pertinence, la santé et la confiance, en fait. Voilà. Donc, retravailler la valeur dans une entreprise au travers de l'humain, c'est trouver un nouvel axe démonétarisé, en fait, de la création de valeur. Donc, on va parler plus de services, vous le comprenez. La valeur immatérielle va se lier plus au service et on va regarder comment on peut transformer une diminution, en fait, ou une stagnation de la vente du produit par une compensation de services et de mise en valeur, en fait, de l'immatériel dans l'entreprise. Et on va commencer à construire ce qu'on appelle des couples biens-services qui sont en fait des couples intégrés de la valeur. C'est-à-dire que la valeur d'une proposition, elle est liée entre le bien et le service. Vous aurez les questions tout à l'heure. Donc, ce qu'on appelle développement des ressources immatérielles pour créer d'autres types de valeurs dans l'entreprise, regarder comment on va pouvoir contractualiser avec nos partenaires cette création de valeur et comment on va pouvoir redistribuer cette valeur. Donc ça fait appel à quoi? Ça fait appel aussi à re-questionnement de la chaîne de valeur. La chaîne de valeur, aujourd'hui, vous avez, alors je peux le prendre dans deux domaines, qui est le domaine de l'aéronautique, par exemple. Je vais le prendre par rapport au Covid, vous avez une chaîne de valeur, avec un avionneur qui construit des avions, qui a des sous-traitants de premier niveau, des sous-traitants de deuxième niveau, etc. Et comme ça, on arrive jusqu'à la personne qui va fabriquer le petit écrou, le petit boulon, qui va venir tenir quand même l'aile d'un avion, donc la sécurité et les effets utiles que peuvent avoir cette personne-là sont considérables dans le produit final, en termes de sécurité et en termes de valeur. Quand le Covid arrive, donc tout ça c'est contractualisé, en descendant, bien sûr. Quand le Covid arrive, il y a une rupture des contrats. Même dans ces contrats, le Covid a fait fi des clauses des clauses qui sont liées en fait au désistement de commandes. Donc qu'est-ce qui s'est passé? L'avionneur a dit moi je ne travaille plus avec les sous-traitants, je vais rompre mes contrats puisque je ne peux plus produire, je ne peux plus sortir de produits de mes usines, et cet impact s'est retrouvé jusque chez le petit artisan qui fait ses écrous. À la sortie du Covid, qui c'est qui est mort? Qui c'est qui a récupéré toute la valeur, même des aides? C'est pas le petit artisan qui lui a mis la clé sous la porte et peut-être même s'est suicidé, comme c'est arrivé dans beaucoup de cas à cette période-là triste, malheureusement. Donc, réinterroger la chaîne de valeur, ça veut dire comment on va coopérer sur toute cette chaîne de valeur et comment on va redistribuer la valeur de manière équitable, on va dire le plus équitablement possible. Qu'est-ce que ça veut dire coopérer à l'EFC? Coopérer à l'EFC, c'est pas collaborer. Coopérer à l'EFC, c'est prendre à sa mesure les contraintes et les problèmes des acteurs qui participent à la même chaîne de valeur que moi. C'est-à-dire, mon client, mon fournisseur a un problème, je ne le laisse pas tomber. Mon fournisseur a un problème, je vais voir avec lui comment moi je peux intégrer dans ma propre logique, dans ma propre production, dans mon propre fonctionnement, ces problèmes à lui. Et comment on va trouver des solutions. Donc vous imaginez bien que ça procède de beaucoup de facteurs. Déjà, la confiance qu'on peut avoir entre ces différents acteurs de la chaîne de valeur. S'il n'y a pas de confiance, et donc on va construire la confiance. Donc on s'aperçoit,
je peux aller très loin dans le cheminement et la théorisation, mais on s'aperçoit que si on veut changer le regard sur notre économie, sur la création de valeur dans une entreprise ou sur un territoire, il faut avoir un regard systémique. C'est-à-dire qu'on ne peut pas appuyer sur un bouton en disant ce bouton va mener toute l'action et tout le résultat que je souhaite. Quand on touche à la chaîne à valeur, quand on touche à la production de valeur à l'intérieur, quand on regarde, on impacte les individus, on impacte les gens. Donc on fait appel à toutes les disciplines sociologiques, économiques, psychologiques, nécessaires à l'acceptation du changement et à la mise en place du changement. Il ne nous est pas étranger de faire intervenir de la psychodynamique du travail à partir du moment où l'on va intervenir sur le changement des process de production. On va faire intervenir des sociologues, on fait intervenir énormément d'ergonomes et ergonomes. Le FC se base énormément sur l'ergonomie du travail. L'ergonomie n'est pas la position du siège au bureau. On parle vraiment de science du travail. Qu'est-ce qu'est le travail? Qu'est-ce qu'est la centralité du travail au sein même d'une organisation, qu'elle soit territoriale ou qu'elle soit entrepreneuriale? Pour revenir au sujet un petit peu, parce que j'ai parlé de l'EFC, effectivement, donc on parle de valeur, de richesse, de ressources immatérielles, on parle de coopération, c'est-à-dire qu'on va retravailler aussi la gouvernance, une gouvernance plus partagée, une gouvernance où les individus, c'est-à-dire les collaborateurs, participent à la discussion de cette gouvernance-là, et n'est pas le seul fait de le PDG, et n'est pas le seul fait d'un ruissellement, pour reprendre des termes. Voilà. Mais est le fait de tout un chacun dans l'entreprise ou dans le territoire. Je vais venir maintenant sur un exemple sur lequel on travaille avec mes collègues, qui est comment mieux nourrir un territoire dans le respect aujourd'hui de la qualité et de la production biologique. Comment ça se passe sur Luchon, donc, et le Comminges, c'est comment en fait créer un écosystème coopératif territorialisé, ce qu'on appelle des ECT, qui va permettre de fournir les repas de la collectivité, en fait, voilà, toute la dimension collective des repas, donc les écoles, les lycées, les EHPAD, voire les hôpitaux, etc. En circuit court, ça, il y a mon collègue de terrain il connaît parfaitement bien comment travailler en circuit court et comment respecter les objectifs de développement durable qui peuvent être l'impact carbone, qui peuvent être aussi l'amélioration des coopérations. Alors, je vais prendre l'exemple, ce projet, c'est deux axes. C'est un axe qui est un axe pédagogique. Il faut acculturer la population à tous les niveaux, au mieux manger. Donc mieux manger de manière plus saine, de manière plus équilibrée, et manger et comprendre qu'il faut consommer du produit qui vient d'à côté, le plus possible. Parce que faire travailler les maraîchers et les agriculteurs sur un territoire, c'est plus éthique. Donc, on est arrivé à une problématique, et là je vais introduire la notion de l'argent. Une problématique, c'est que pour que les maraîchers puissent produire, aujourd'hui, il y a un problème de l'argent. L'argent, c'est-à-dire qu'en fait, il faut qu'ils avancent de l'argent. Il faut qu'ils avancent les semences, il faut qu'ils avancent de la formation, la maintenance des machines, l'irrigation, s'il y a une irrigation obligatoire. Enfin, voilà, ils ont une certaine somme d'argent. Personne ne les aide. Par contre, la commande publique leur dit « moi, je veux tel produit à telle date », mais personne ne les aide. Donc, à partir de ce moment-là, on commence à réfléchir comment la communauté va pouvoir avancer cet argent aux maraîchers pour qu'ils travaillent de manière plus sereinement, qu'ils travaillent
dans le concret, mais qui fassent vraiment leur métier et qui ne se soucient pas un petit peu de tous ces problèmes récurrents. J'ai plus de catch, c'est ça. J'en suis désolée, vraiment, j'en suis désolée. Parce Donc, je que... laisserai place aux questions si nécessaire. Voilà, donc on va prendre quelques petites questions.